Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et petit déjeuner de l'actualité avec l'ensemble en fait de nos correspondants, avec ce qui s'est passé en fait hier soir évidemment dans le sud, dans toute la région sud. Nous sommes avec Lionel Maillet, Marie Bagnoli aussi qui est vice-présidente de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, et Rémi André. Rémi, vous êtes avec nous aussi ? Oui, bien entendu. Rémi, alors bon, l'épisode donc hier a été en fait assez terrible, hein, bien sûr. On l'avait annoncé avant-hier et a touché tout le Languedoc-Roussillon. Là, ce matin, il est en train de partir, hein. Oui, effectivement. Disons que déjà depuis hier soir, ça s'était éloigné. C'est justement ce qui a fait qu'il a circulé assez rapidement sur la région PACA. Et ce matin, il ne reste plus que quelques averses sur la Corse, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce qu'il a été, parce qu'il a été très intense en fait localement par endroits, où cela précisément? On a parlé beaucoup de Béziers en fait ce matin, et puis d'autres lieux, et notamment Marseille. On va y revenir, hein. Alors la situation s'est compliquée par le fait que cela a stagné pendant plusieurs heures sur l'Hérault. C'est là que ça s'est concentré. C'est ce qu'on appelle nous une convergence de vent dans le secteur. Donc cela a duré pendant plusieurs heures sur l'Hérault, et vous l'avez vu dans l'après-midi, cela a circulé sur la région PACA, notamment sur Marseille, mais plus rapidement. Cela n'a pas stagné pendant plusieurs heures. Sinon à Marseille on aurait eu des précipitations encore plus importantes. Oui, c'est ça. Oui. Bon, et donc c'était la première phase s'est développée sur tout le golfe du Lion, en fait, hein. Alors, il faut quand même que je vous dise deux petites choses. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que la Méditerranée, de façon globale, se réchauffe plus que l'ensemble de la planète depuis l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire qu'on a plus 1,5 degré sur la Méditerranée, alors qu'on a plus 1,1 degré ailleurs. Ouais. Donc, c'est une quantité d'énergie considérable. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que mardi, nous avions un contraste de température très important. 33 degrés à Ajaccio mardi après-midi, alors qu'il ne faisait que 14 degrés à Perpignan. Donc ça, c'est le genre de situation explosive entre de l'air chaud et de l'air froid qui entrent en contact. Et lorsque la perturbation, la dépression en fait s'est déplacée vers le sud du pays et l'Espagne, eh bien cela a provoqué ce vent de sud qui rentrait sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon et du pourtour du golfe du Lion, et cela a donné donc ces précipitations très importantes. Alors par rapport à la semaine dernière, où nous avions plus de 300 mm sur l'Ardèche, ce qui était un véritable épisode Cévenol. Là, bien, la convergence des vents se faisait sur la Méditerranée, ce qui a donné un épisode méditerranéen, c'est-à-dire que c'est sur le littoral qu'il y a eu le plus de pluie. Oui, mais est-ce qu'il y en a plus que par le passé? Parce que à chaque fois, on se dit, oh là là, est-ce que c'est lié au réchauffement au dérèglement climatique ou pas, ces épisodes? Parce qu'il y en a toujours eu quand même des épisodes Cévenol, méditerranéens, depuis des années et des années. Des centaines d'années même, vous pouvez le dire. Mais en tout cas, c'est ce que je vous dis, la Méditerranée est devenant plus chaude, l'intensité devient plus importante, et oui, ces phénomènes s'amplifient. D'ailleurs, on vient de le rappeler juste avant, vous venez de le rappeler concernant Marseille, l'année dernière, à peu près à la même date, nous avions l'Aude, nous avions Marseille, c'était le même phénomène, et avec des intensités beaucoup plus importantes que ce que l'on connaissait il y a ne serait-ce que 10 ou 20 ans en arrière. Ouais, comme le dit en fait Cécile, ça se multiplie en fait plusieurs fois par année en fait, quoi. Maintenant, c'est quoi, combien de fois par an? Alors, en moyenne, c'est 6 fois par an. C'est-à-dire que 6 fois par an, on a des épisodes méditerranéens ou cévenol. Mais, comme vous le rappeliez, c'est l'intensité qui devient plus forte. D'ailleurs, on n'avait pas vu autant de phénomènes comme des mini-tornades que l'on a connus, qui ravagent des quartiers entiers, justement parce que l'énergie est beaucoup plus importante. Oui, et puis à côté de ça, il y a l'urbanisation qui est forte. Ce que nous disait le maire aussi de Villeneuve-les-Béziers, en fait, tout à l'heure, c'est-à-dire on a élargi en fait l'autoroute à côté, et évidemment, l'eau a beaucoup de mal à s'évacuer en fait maintenant. Oui, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les phénomènes de ruissellement, et quand vous avez des quantités de précipitations plus importantes et qu'elle est obligée de s'écouler plutôt que de s'enfoncer dans la terre, évidemment ça fait des cumuls plus importants par endroit. Mais vous savez, quand on parle de cumul, les quantités que l'on a eues hier par exemple à Béziers, on a battu les records depuis plus de 40 ans, puisqu'on n'avait jamais vu plus de 240 mm à Béziers à cette période. Oui, nous sommes aussi restez avec nous, hein, Rémi, parce qu'il y a encore beaucoup de questions évidemment à poser. Nous sommes avec Lionel Maillet à Marseille, et puis aussi Marie Bagnoli, hein, qui est la vice-présidente de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Bonjour Marie Bagnoli. Bonjour. Donc il y a eu cet épisode que l'on a décrit tout à l'heure aussi à Marseille, qui a été particulièrement violent, intense. Est-ce qu'il y a des conséquences en fait pour les entreprises ce matin? Vous êtes en train de faire un petit peu le tour?
Alors, on est en train de faire un petit peu le tour ce matin. C'est vrai que les entreprises touchées, il y en a un peu partout dans Marseille, forcément. Ça va de la TPE aux commerçants. Les commerçants sont très touchés. Je pense que vous aurez peut-être mis également au téléphone parce que les restaurateurs, en particulier sur le Vieux-Port, toute cette zone très touristique a été très touchée. L'eau est montée très vite en fait parce que ça a commencé vers 16h30 et à 18h15 il y avait vraiment un étang sur le Vieux-Port de Marseille. Ça fait partie des zones. Il y en a eu beaucoup. Le boulevard Michelet, l'Uvonne qui est anormalement monté. Tous les commerces qui sont en périphérie de l'arrivée de l'eau ont dégusté. Alors on va pas rappeler que c'est déjà un peu compliqué pour le commerce ces derniers temps. C'est vrai. Les manifestations, le centre-ville de Marseille subit aussi, même s'il faut le faire, c'est très important et on est content du renouveau de l'espace public à Marseille. Mais le centre-ville de Marseille subit également les travaux qui sont mis en place. Bon, c'est vrai que je vais tenir un discours qui est quand même traditionnel, mais les commerçants n'avaient pas besoin de ça. Et puis les entreprises non plus, quoi. Ça représente pas des dégâts. On est loin de la catastrophe qu'on a eue au début des années 2000. On n'a pas eu de renversement d'abris de bus. C'est pas quand même cataclysmique, mais c'est vrai que ça vient rajouter de la peine sur un contexte qui est déjà un petit peu compliqué, et puis que malgré tout ça crée du travail en plus, de l'organisation, une ambiance qui est quand même pas géniale. Après, comme le disait très bien monsieur, c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu beaucoup de vent. Alors, l'épisode orageux est allé très vite. Il n'a pas stagné au-dessus de Marseille, heureusement, parce que quand on a vu la montée des eaux est allée tellement vite que si ça avait stagné, là, vraiment, on aurait une catastrophe. Enfin, c'est déjà compliqué, mais on aurait une vraie catastrophe. Oui, catastrophe comme la situation l'est un peu. L'eau dans les commerces, sur les terrasses. L'eau est montée de 50 cm en 2 heures. Tous les gens qui sont en pas de porte au niveau de la chaussée, tous les commerçants de Marseille qui sont en pas de porte au niveau de la chaussée, que ce soit au Prado, au boulevard Chave ou au Vieux-Port, se sont vus inondés, avec toutes les conséquences, l'électricité, quand ça commence à rentrer dans les prises. Non mais c'est assez difficile. À Béziers, c'est ce qu'on nous disait ce matin, on l'entendait aussi dans les reportages de Christine Bouillot, quand l'eau monte, on ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça que beaucoup ont été piégés avec la sortie de leur lit de ruisseaux, de rivières, à Montpellier, du côté de Sète, du côté de Narbonne aussi, où on a l'habitude déjà de vivre ces phénomènes depuis quelques années, comme nous le disait Rémi André. La SNCF d'ailleurs a décidé d'interrompre pendant 2 semaines la circulation des trains. Alors ça, c'est quand même incroyable, mais on comprend quand on voit les images, la circulation des trains entre Montpellier et Perpignan, l'Espagne, entre Montpellier et Toulouse, également entre Sète et Narbonne. Mais il faut dire qu'il y a des endroits où vous avez un vide sous les rails de plusieurs mètres, ça va jusqu'à 10 mètres comme on l'a décrit en fait ce matin. Donc dans ces conditions, évidemment, impossible de faire circuler les trains. Alors en cette période de la Toussaint et des vacances, ça va compliquer la vie de beaucoup. À Marseille, Lionel Maillet, hier soir aussi le trafic avait été interrompu. Il a repris ce matin ou pas ? Oui, Patrick, il a repris. Ça n'a duré qu'1 heure et demie hier soir, en fait. Et c'était à cause de voies inondées entre la Seine-sur-Mer, Toulon et Marseille. Donc on a dû immobiliser des TGV et des TER en gare de Toulon, mais ça n'a duré qu'1 heure et demie. Le trafic a repris progressivement vers 22 heures. Et il y avait en gros entre 1 heure et demie et 2 heures de retard pour les trains sur la Côte d'Azur et Marseille. Oui. Merci Lionel. Rémi André, est-ce que l'épisode est totalement terminé maintenant ou pas ? Alors celui-là est terminé effectivement, mais on n'en est qu'au 2e de l'automne, c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas terminé. Je vous rappelle qu'en 2014, on avait eu 10 épisodes méditerranéens dans la seule saison en 2 mois en fait. Donc vous voyez que cela veut dire qu'il peut y en avoir encore d'autres. Donc il faudra être prudent. D'autant que, comme je vous disais, depuis quelques années, ils sont prévus ces épisodes dans les jours qui viennent ou pas ? Non, déjà par vos prévisions, vous Rémi, dans vos prévisions, dans vos calculs.
Non. Pour l'instant, non, on ne peut pas les prévoir. C'est quand même assez difficile, justement. C'est ce que je vous disais ces jours-ci, là, dans ma petite chronique de 6h10. Bien sûr. Ils sont très, très difficiles à prévoir, car on ne les voit arriver que 5 ou 6 jours à l'avant. D'ailleurs, là, on l'avait prévu juste 4 jours auparavant, même si on pressentait que la saison allait être, justement, parce qu'on a des blocages anticycloniques sur le nord et que nous avons des dépressions qui vont circuler sur l'Espagne, situation favorable à ce type d'événement, en fait. Oui. Merci Rémi, on va vous retrouver dans un instant pour les prévisions du jour. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Sud Radio se devait de se mobiliser ce matin pour vous expliquer en fait la situation, et ce n'est pas terminé. Nous y serons encore parce que il y a des menaces en fait de nouvelles précipitations, pas aujourd'hui mais par la suite. Et puis il y a des conséquences. Là, on l'a vu avec des personnes élythrées bloquées en fait hier, des routes. Alors ça va mieux ce matin, mais il y a eu beaucoup de routes coupées, donc soyez vigilants si vous devez d'ailleurs justement prendre la voiture. Restez avec nous, on revient de toute façon dans quelques instants. Vous pouvez continuer de commenter sur les réseaux sociaux. 8h56, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Merci d'être avec nous, 9h02 ce matin. Nos éditorialistes du jour pour le petit déjeuner de l'actu, c'est Françoise Degois et Christophe Bordet. Vos appels au 0826 300 300. Oui, alors bon, c'est un petit déjeuner un peu spécial parce qu'évidemment on l'a consacré beaucoup. On l'a consacré beaucoup. Il n'est pas light pour certaines personnes qui ont les pieds dans l'eau en fait aujourd'hui. Non, mais pour nous, oui, bien sûr. Oui. Donc consacré à ces intempéries, à chaque fois c'est un peu la même chose. Heureusement, il y a eu tellement de mesures de précaution avant avec les maires que beaucoup de gens sont restés en fait chez eux, ou ont été vigilants, ou ont été abrités, comme nous le disait le maire de Villeneuve-les-Béziers en fait tout à l'heure et hier, pour éviter, parce que sinon il y aurait eu de nouveau beaucoup mais on peut de redire aussi ce qu'on drames, dit à chaque fois, Patrick. On peut redire à chaque fois le plan d'occupation des sols, la surconstruction. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est la même litanie en réalité depuis 10 ans. Moi je trouve quand même que dans le malheur il y a une chance, c'est qu'il n'y a pas trop de victimes, je dirais, physiques. Mais au fond, on va répéter inlassablement les mêmes choses. Quand est-ce qu'on donne des permis de construire? Pourquoi on continue à donner des permis de construire? Là où il ne faudrait pas, c'est dans des zones d'aménagement du territoire. Il y a quand même une chose qui est quand même très intéressante, c'est que on n'avait quand même pas ce genre de problème climatique aussi fortement il y a quelques années, autant que je me souvienne. Il y a 20 ans, par exemple. Si, moi je me souviens mais il n'y avait pas un phénomène de répétition. C'est ce que nous a dit Rémi André. En tout cas, ce phénomène de répétition fait que la Méditerranée s'est réchauffée. Non, mais c'est ça. Donc il y a quand même une évolution climatique qui joue aussi. Mais le problème derrière tout ça, c'est que dans l'aménagement dont on parle, et notamment l'évacuation des eaux, c'est que là où on a un problème aujourd'hui, c'est que cette évacuation, elle a été faite avec des tuyaux de 20 ou de 30, comme diraient les professionnels, c'est vrai. et qu'il faudrait en réalité des tuyaux de 100 ou de 80 pour que l'eau puisse s'écouler réellement et partir vers le canal ou vers la mer, suivant où on se trouve. Et que là, ça ne se passe pas. Donc comment faire? Ça passe non, mais ça veut dire quoi? Il faut tout casser et tout refaire? Non. En tout cas, il faut peut-être... du jour au lendemain, c'est difficile. C'est un boulot de malade. Non, mais il faut réfléchir à la densité aussi des populations. Il faut réfléchir à l'aménagement du territoire, mais ça, à chaque fois on le dit. Je me souviens, les inondations terribles, vous vous en souvenez peut-être, 93, Aix-en-Provence, l'arc qui déborde avec l'étang de Berre, etc. Il y a des morts. Moi j'étais jeune reporter à l'époque. Il y a des gens qui ont été aspirés par la puissance de l'eau dans les bouches d'égout. C'était un bilan humain. Tu t'en souviens de ça. Mais déjà, on avait ce questionnement-là. Déjà, on avait cette idée qu'il faut absolument tout revoir, notamment sur ce que tu dis. Il y a eu beaucoup de réaménagements qui ont été faits. Après, Nîmes, par exemple, aussi. Nîmes, ce qui s'était passé à Nîmes, Sommières, etc. Sans commune mesure, Nîmes, avec le reste. Bon, ils ont beaucoup réaménagé. Ce que dit Christophe est exact, c'est-à-dire que ça passe aussi par toutes ces canalisations pour qu'il y ait des évacuations en fait plus rapides de l'eau, et éviter que ça ne déborde partout. Oui, mais après, quand vous avez des vagues submersives, quand vous avez des épisodes, ce qu'on appelle les épisodes FNOL, on continue encore à construire. C'est pas la sagesse. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des parties de communes ou des parties de villes qu'il faudrait carrément évacuer au bout d'un moment? On peut se poser la question. En préventif, c'est ce qu'il faut faire. Je voulais vous dire, en Italie, en Sardaigne, vous avez un village entier qui a été, parce que à cause des crues répétitives, un village entier qui a été déplacé de l'autre côté de la rivière. C'est-à-dire que vous avez l'ancien village et vous avez le nouveau village. Là, on aura du mal quand même du côté de Narbonne, du côté de Sète, du côté de Béziers, bien sûr. Naturellement, mais bon, après, qu'est-ce que c'est le prix de la vie, voilà. Oui, c'est ça. Non, et c'est ce qui est assez spectaculaire
spectaculaire aussi ce matin, et on l'a découvert hier soir. Là, c'est les voies de la SNCF, notamment pour les TER. Oui, c'est un effondrement. La terre, effectivement, cet effondrement, et parfois des rails qui sont suspendus en fait dans le vide, d'où pendant 15 jours quand même le trafic qui va être interrompu dans toute la région. Sur les TER, sur des grandes lignes TGV, ça fonctionne a priori, bien sûr, mais bon voilà. Et puis alors on ajoute à ça, alors ça c'est quand même étonnant, on a appris ce matin qu'il y avait de nouveau une grève de la SNCF, c'est à Montparnasse vers... Oui, alors là c'est assez... Non mais moi je suis vraiment en colère par rapport à ça, parce que on sent bien quand même qu'à la SNCF, les cheminots ont envie d'en découdre. Et ils ont envie d'en découdre évidemment lors de la grande manifestation et la grande grève qui est prévue le 5 décembre prochain, mais ils ont envie d'en découdre avant. Alors, on a eu l'épisode du week-end dernier dont tout le monde se souvient, d'accord ? Et puis maintenant, on apprend ce matin, par hasard, qu'il y a une grève au centre technique de Châtillon, c'est près de Paris, c'est à côté de Montparnasse, et que de ce centre technique sortent un certain nombre de TGV vers l'ouest de la France, et que là, ces TGV ne sortent pas. Donc, résultat des courses, il y a 6 TGV sur 10 qui roulent ce matin vers l'ouest de la France, et ça arrive comme ça, et les cheminots disent, bah oui, jusqu'au 5 décembre, eh bien, il y aura des petites actions, plic-ploc, comme ça, etc. Les gens sont en vacances, ils vont devoir rentrer de vacances, il va falloir des trains, il n'y aura pas de train. Moi, je veux bien que les Français, dans leur majorité, puisque c'est les sondages qui le disent, soutiennent. Oui. Enfin, en tout cas, ils sont d'accord avec le droit de retrait. Le droit de retrait, la grève, etc. Non, parce qu'on veut en découdre avec Macron. De sécurité à l'intérieur. Non, mais on veut en découdre avec Macron, c'est ça le fond de l'histoire, il n'y a rien d'autre. Et comme il y a la réforme des retraites qui arrive, on veut en découdre encore plus. Mais au milieu de tout ça, il y a qui ? Il y a les Français qui payent des billets de train très cher, pour aller vers l'ouest, c'est tout de suite 100, 150 € pour le moindre billet de train, et derrière, il n'y a pas de service. Donc moi, je le dis simplement, ces gens sont très sympathiques, oui, leur statut est revisité, oui, les règles vont changer, mais ils sont aussi un peu irresponsables. Bon, moi, c'est fatigant d'entendre ce genre de discours. Je suis désolé, c'est ce que je pense, et beaucoup de Français pensent la même chose. Oui, mais je crois, moi, que d'abord, vous vous trompez sur ce que pensent les Français. Moi, je ne veux pas parler au nom des Français. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même eu, au-delà du fait... Moi, toute ma famille devait venir ce week-end pour fêter les 30 ans de ma nièce. Résultat, tout était prévu, le restaurant, tout le monde est resté à quai dans le Var. Bon, on a râlé un peu. Mais quand même, ce que j'ai vu sur un nombre assez massif, c'est qu'il y a eu une prise de conscience des gens aussi sur la sécurité. Et je crois que la SNCF et les agents ont eu raison de dire, parce qu'eux-mêmes ont peut-être pris conscience, ça leur a sauté au visage aussi ce qui est arrivé à ce conducteur. Disant voilà. Alors après, il y a la prise en otage, etc. La réalité, c'est pas simplement on découvre avec Emmanuel Macron, c'est pas que la SNCF qui est en grève le 5 décembre, c'est l'ensemble du climat social qui est abrasif, qui est inflammable. Moi, je crois pas du tout au grand soir, mais je crois qu'on est dans quelque chose d'éminemment inflammable. Jamais on a eu autant de corporations pour de bonnes raisons qui revendiquent. Vous pouvez considérer, la stratégie du gouvernement va être de rendre haïssable la SNCF. On a compris déjà avec Édouard Philippe, ça va être la stratégie de rendre la SNCF haïssable avec les propos que vous tenez, mais je dis pas du tout que c'est pas la SNCF qui est haïssable en elle-même. De mon point de vue, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que là, on est quand même dans un éventail de souffrance sociale, pas pour leur gueule. Les urgentistes, les infirmiers font pas grève pour leur gueule. Les pompiers, c'est pareil. Les policiers, c'est pareil. Non. Je suis d'accord. Mais c'est pas simplement les régimes spéciaux, etc. Ça va plus loin. La SNCF, c'est quand même quelque chose. On leur demande de tout changer en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ce que les agents disent, c'est attention, tout changer, mais on a un problème d'entretien de voies, d'entretien de rames, de sécurité. Et c'est ce qui se passe à Châtillon. Regardez quand vous voyez l'état des trains. Et pourtant, j'ai fini mon plaidoyer. Oui, c'est vrai. Non, mais et pourtant, Françoise, puisque là, vous parlez beaucoup des TER, j'imagine. Et pourtant, les TER, et jamais on a dépensé autant d'argent. Je suis d'accord avec vous. Et le constat de la Cour des comptes est quand même assez terrible, en disant qu'il faudrait limiter les coûts d'exploitation pour les TER. Attendez, laissez-moi terminer. En ajustant le niveau de présence d'agents en gare et à bord des trains, au strict nécessaire. Mais ce qui est honteux, pourquoi, Patrick ? Parce que pendant 40 ans, on a fait une politique du tout TGV. Merci Guillaume Pépi. Merci à l'époque Elisabeth Borne. Mais tout le monde est content d'en profiter aussi. Mais d'accord, mais quand vous voulez traverser la France à l'horizontale, c'est le désert des Tartares, enfin. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est pas nouveau. Les TER, c'est dégueulasse. Et maintenant, les régions sont obligées de serrer la vis. Non, les régions serrent la vis
sur les appels d'offres, on va serrer sur quoi ? Évidemment qu'on va comprimer sur le personnel, avec le risque qu'on encourt d'avoir un seul conducteur. Le type, c'est un héros, quoi. Il a marché pendant 1 kilomètre, blessé, il sort tout seul les gens. Écoute, non mais ça va faire un film à la fin. Mais oui, mais ça fait un film parce que, excuse-moi, que si t'arrives dans le TER, tu vas être content. Non mais d'accord, mais moi je veux bien qu'on dise sans arrêt que les TER sont pourris. Aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, vous l'avez dit à l'instant. Moi je vous dis que les TER, le matériel en tout cas, le matériel est neuf. C'est-à-dire que sur la région, par exemple Aquitaine, que je connais bien, je suis désolé, mais les TER aujourd'hui sont magnifiques, climatisés, etc. Donc voilà, le train qui a eu un accident l'autre jour, dont on a parlé, qui a occasionné, était en très bon état. C'est juste que les aspects techniques du train dans ce genre de cas n'étaient pas tous finalement activés. Notamment l'alerte. Et donc il faut évidemment activer tous ces aspects techniques qui existent dans le train. Je n'ai pas dit les rames. Vous n'entendez pas ce qu'on dit. Je ne parle pas des rames qui sont flambant neuves. Après, il y aurait eu un contrôleur dans le train, ça n'aurait rien changé à l'affaire. Est-ce que je peux terminer ? Déjà, le type aurait pas. Sinon, elle va nous faire du Elisabeth Lévy. Non, mais bien sûr. C'est un peu Elisabeth Lévy, mais de gauche. D'accord, mais tant mieux. J'aime beaucoup Elisabeth. Les absents n'ont jamais tort. Bon, tout ça pour dire que je parlais pas des rames. Bien sûr qu'elles sont flambant neuves. On a des yeux pour voir. Je parlais du réseau ferré. Vous comprenez bien que la plupart du temps, quand on a un problème, on n'a pas un problème à cause des rames. On a un problème à cause du réseau ferré, de la façon dont on roule et comment on roule sur les voies. Regardez l'état des voies après 3 heures de pluie, franchement. Ah bah non, oui, c'est assez terrible. Il y a au 0826 Lionel 300. qui est avec nous. Lionel qui nous appelle de Pontoise. Bonjour Lionel. Bonjour bienvenue. Lionel. Oui, bonjour. Et vous vouliez parler d'un autre sujet, je crois. Tout à fait, parce que c'est un sujet qu'on entend peu, on en parle à chaque fois, mais on le détourne. Je voudrais revenir sur les juges, puisqu'il y a une chose qui est arrivée hier au niveau de la sécurité, c'est-à-dire que à partir des communales, on va des municipales, autant pour moi. Si le groupe LREM n'est pas majoritaire, les places de juges vont être retirées. Je ne sais pas si vous avez vu l'info qui est passée dans hier. Le enchaîné. Voilà, et tout à fait. Donc quand on voit quand même que tous les 5 jours, on retrouve des choses comme dans les Landes, une femme de 65 ans qui a été attaquée à l'acide, qu'une personne a été attaquée d'un coup de machette, de hache dans le dos, etc. On s'aperçoit que des gens n'ont jamais été au tribunal, ils sont toujours en attente de passer en cours et qui continuent encore à agresser des gens. On voit de plus en plus de méfaits. Quand on était passé dernièrement pour les radars et je parlais justement du fait qu'on a de plus en plus d'agressivité en France et que malheureusement la justice elle n'est que dans un sens, c'est-à-dire que vous respectez la loi, malheureusement de temps en temps vous sortez le pied de la ligne, vous vous faites taper dessus. Par contre ceux qui font de la délinquance, bizarrement ils ne seront pas plus inquiétés que ça. On voit de plus en plus de gens dans les cités et autres quartiers. Je ne veux pas qu'on me dise après que je pointe systématiquement les cités. Ça, on le voit de plus en plus un peu partout. Des gens qui roulent sans casque, des gens qui traversent sur les lignes blanches, qui vous insultent, qui vous font des queues de poisson. Ce que vous voulez démontrer alors, Lionel, avec ça, c'est qu'on manque de juges par endroit, en fait, c'est ça ou... On manque de justice, de justice. Une justice à deux vitesses pour vous. Et de vraie justice, puisque dès qu'on attrape une personne, on va quasiment la relâcher en disant attention, c'est pas bien, la prochaine fois tu referas pas. Et de toute façon, on peut pas amener tous ceux qui font des fautes au tribunal, puisqu'il y a de moins en moins de juges et de plus en plus de tribunaux. C'est très intéressant ce que vous posez comme question. Je vais poser un petit quiz parce que je l'ai appris il y a à peine quelques jours. Peut-être que vous le savez déjà. Savez-vous sur 1 000 € d'impôts combien sont payés pour financer la justice ? Sur 1 000 € d'impôts, combien sont consacrés pour financer la justice ? Allez, 100. Allez, on va dire sur 1000. 4 euros. Oui, j'allais dire, en fait, 4 € pour 1 000 €. Ouais. Donc, ce que vous posez comme problème est vraiment majeur. 4 € pour 1 000 € pour la justice, pour les régaliens. On peut faire la même chose, l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation nationale en l'hôpital, c'est beaucoup mieux, c'est plus gros, c'est le plus gros budget de France. Mais là où vous posez la bonne question, c'est que on fait la justice, on fait l'hôpital, on fait
c'est l'éducation nationale et les policiers. Les fonctions régaliennes qui sont au front sont les plus mal loties sur le plan budgétaire, parce que évidemment il y a peut-être des endroits où on pourrait faire un peu d'économie. En tout cas, je vois pas pourquoi. Moi, je vais un peu loin. Je vois pas pourquoi on nous emmerde avec une nouvelle réforme des retraites, si vous voulez. Non, je parle très mal parce que je vois pas pourquoi on va encore. À dessein. Non, mais à dessein. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, d'économie et d'énergie à dépenser pour soigner, de mon point de vue, les fronts régaliens qui vont si mal. 4 euros pour 1000 euros. 4 euros pour 1000 euros. En tout cas, juste un mot. Lionel, vous avez eu le soutien de Françoise de Gois. Là, on dit que la justice. Lionel, oui. Oui, Lionel. Oui. Non, mais de toute façon, il y a autre chose à se rendre compte, c'est que de plus en plus, on veut nicher les personnes dans des grosses villes, des grosses cités. Pour revenir aussi sur la discussion juste un peu avant sur les évacuations d'eau, on bétonne, on met de plus en plus de béton partout. Donc, faut pas s'étonner que l'eau n'arrive plus non plus à s'évacuer. On enlève les arbres qui sont une pompe naturelle de l'eau. Donc tout est comme ça. La justice, pourquoi ? Parce que tout le monde est les uns sur les autres. Donc quelque part, on a de plus en plus de mal à voir qui fait quoi, et on dit puisque maintenant il y a des grandes villes, les petites villes on leur enlève tout, et il y a de moins en moins de contrôle, il y a de moins en moins de sécurité. Tout est un ensemble. C'est comme aussi l'éducation, puisqu'on enlève de plus en plus de classes. Alors effectivement, on ferme pas d'école, ils respectent, et on évite de fermer les écoles, mais par derrière, on enlève toutes les classes. Dans une école, il reste presque plus qu'une classe. Les professeurs, on peut plus leur laisser faire ce qu'ils veulent au niveau de la sécurité intérieure. Et alors, il y avait un cours que j'aimais bien, c'était l'éducation civique, qu'on j'ai eu peur. Parler. Donc oui, pas l'éducation. Calmez-vous, tous les deux là. C'est vrai, l'éducation civique. Moi j'adore ça. Alors Lionel, l'éducation civique en tant que telle n'existe plus en tant que cours, mais ça existe à l'intérieur. Il y a des modules à l'intérieur d'autres cours, en histoire, etc. Donc c'est dommage qu'elle n'existe plus. Si je puis me permettre un côté réactionnaire de gauche, je trouve ça tout à fait dommage qu'on n'ait pas la blouse grise, l'éducation civique. Moi je trouve ça. Merci à tous les deux. Merci à vous aussi Lionel. Merci à Lionel Maillet, à toutes nos équipes, Christine Bouillot, Rémi André qui était mobilisé aussi sur les intempéries effectivement ce matin depuis 2 jours aussi. Dans les vraies voix ce soir, on va revenir sur quoi, Christophe Bordet ? Écoutez, vous ne savez pas encore. Non, je pense qu'on va revenir sur cette histoire d'intempéries quand même, parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut prendre surtout des nouvelles. N'hésitez pas. Notre standard est ouvert. 0826 300 300. Si vous avez des messages à faire passer, vous nous appelez. On vous donnera la parole, bien sûr, pour ça, parce qu'il y a une solidarité, il y a l'entraide en fait qui joue. Cécile pourra aller vous aider à élitreiller s'il le faut, etc. Absolument.